Bien, ben Alexandra, on te laisse te présenter et faire l'introduction si tu veux bien, puisque un certain nombre de nos participants peut-être ne te connaissent pas encore et pourtant tu agis en coulisses tous les jours. C'est ça. Bonjour à toutes et tous. Je suis donc Alexandra, votre chargée relations clients. Vous m'avez régulièrement au téléphone, effectivement. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouvel atelier présenté par le Collège scientifique. Arnaud Géa, présent aujourd'hui, et Hervé Demey sur le thème du renforcement du foie. Suite à la présentation d'Arnaud, vous aurez la possibilité de poser vos différentes questions. Je vous souhaite une très bonne séance. Et ben voilà, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là pour vous présenter donc, ce moment autour du foie et de comment les produits qu'on intègre dans la gamme aromalogie vont agir sur le foie et donc comment on peut les utiliser finalement de façon très concrète. Alors, pour commencer, simplement, je voulais rappeler le concept aromalogie. Donc, aromalogie, c'est l'association d'un support minéral marin, en l'occurrence de la coquille d'huître fossilisée et des actifs végétaux. Donc, soit ces actifs végétaux peuvent être des huiles essentielles, peuvent être d'autres types d'extraits. En tout cas, l'idée, c'est toujours d'associer ces deux catégories d'ingrédients. Le principe, il est simple, c'est d'agir à la fois sur le terrain et sur le symptôme. En gros, on traite les symptômes pour permettre aux patients d'aller mieux vite et on traite le terrain pour éviter la récidive. Voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Eh bien, par rapport aux symptômes qui sont expérimentés par le patient, eh ben, on va utiliser soit la gamme aromathérapie, soit la gamme algathérapie en fonction justement des besoins. Et puis, il y a toujours un point commun, c'est la coquille d'huître fossilisée parce qu'on a ici un travail sur l'acidose. Justement, on va essayer de remonter le pH pour combattre l'acidose qui est souvent le lit finalement de beaucoup de symptômes et de problèmes rencontrés. Dans notre gamme d'aromathérapie, on a donc toujours une qualité qui est au rendez-vous. Enfin, vous connaissez la gamme, vous savez tout ça, des huiles essentielles qui sont chémotypées, biologiques, des algues marines biologiques, et ainsi de suite. Donc tout ça dans le but évidemment d'amener le maximum d'efficacité et de sécurité pour l'utilisateur. Alors, voilà, après ce petit rappel rapide autour des produits aromalogie, on va parler de façon plus précise du renforcement du foie. Et donc, je voulais commencer cette présentation en vous parlant un peu de mythologie et en présentant le mythe de Prométhée. Alors, je pense que la plupart d'entre vous peut-être connaissent l'histoire. Hein. Prométhée, c'est un titan qui a eu la mauvaise idée de voler le feu aux dieux. Et les dieux n'ont pas trop aimé, et donc ils l'ont enchaîné au sommet d'une montagne, et il y a un aigle qui venait tous les soirs manger son foie. Et comme le foie se régénérait dans la journée, eh bien, le supplice pouvait durer comme ça de manière infinie. Et donc ça, c'est vraiment intéressant cette histoire parce que ça montre que déjà dans la Grèce antique, on savait que le foie était un organe capable de se régénérer. Et c'est une réalité aujourd'hui. On sait que si on a un problème au niveau hépatique et qu'on doit, par exemple, procéder à l'ablation des 2 tiers du foie, qu'il en reste simplement un tiers, il faut que le tiers restant soit sain, évidemment, hein, sinon ça ne marche pas. Eh bien, le tiers restant peut suffire à régénérer les 2 tiers manquants. Donc, c'est quand même une propriété du foie qui est absolument extraordinaire et qui montre à quel point le foie est capable de s'adapter finalement à des situations extrêmes. Au niveau de l'organisme, le foie remplit de très nombreuses fonctions et c'est quand même ce qui fait qu'on en parle aussi souvent quand on s'intéresse à la santé des personnes. Le foie, par exemple, va remplir une fonction digestive. Il produit la bile et donc dans la bile, il y a des sels biliaires qui permettent d'émulsifier les graisses et donc de favoriser leur digestion. Donc déjà, un premier rôle, le foie aide à digérer les graisses issues de notre alimentation. Mais le foie remplit aussi une fonction excrétrice. On le sait, le foie est capable d'éliminer des résidus de la dégradation de l'hémoglobine, qui vont constituer ce qu'on appelle les pigments biliaires. Il ne faut pas mélanger les sels biliaires et les pigments biliaires. Hein. C'est proche au niveau des noms, mais ça n'a vraiment rien à voir en termes d'action. Les sels biliaires sont pour digérer les graisses et les pigments biliaires sont une fonction d'excrétion finalement de substances qu'on n'est pas capable de recycler au niveau de l'hémoglobine. Tout ça est donc libéré dans la bile. Mais le foie remplit également d'autres fonctions, une fonction épuratrice avec des réactions de phase 1 et de phase 2 sur lesquelles on va revenir un petit peu plus tard, et puis une fonction métabolique, évidemment, ça tout le monde le sait, le foie joue un rôle dans la gestion des nutriments. Il est capable d'en stocker certains, il est capable également
d'en produire, de transformer des nutriments d'une catégorie dans une autre, hein, c'est quand même ce qui est tout à fait remarquable. Et puis, il est aussi responsable d'une grosse partie de la synthèse du cholestérol qu'on a dans le sang. Et donc ça, c'est tout de suite ce qu'on va développer. Alors, à propos du cholestérol, vous le savez sans doute, hein, le cholestérol qu'on a dans le sang peut se répartir en deux catégories. Un tiers de ce cholestérol-là est issu de notre alimentation. Donc évidemment, quand on a un problème de cholestérol, quand on a trop de cholestérol, on a intérêt à contrôler ce qu'on mange. Ça semble quand même assez logique. Mais il ne faudrait pas négliger le foie, puisque les 2 tiers restants sont justement dus au métabolisme hépatique. Le foie est responsable des 2 tiers du cholestérol qui circule dans le sang. Et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous avez ici la voie métabolique. Hein, on part d'acétyl-CoA et on arrive à un précurseur direct du cholestérol. Et tout ça fait intervenir plusieurs enzymes qui sont représentées ici en bleu clair. Et la principale, c'est celle-ci qui s'appelle l'HMG-CoA réductase. Pourquoi c'est la principale? Tout simplement parce que c'est la cible des fameuses statines qui sont prescrites lorsqu'on cherche à réduire le taux de cholestérol. Et on aura largement l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ce qui est très particulier au niveau du foie, c'est qu'il est impliqué dans beaucoup de processus. Alors, je voulais parler ici d'une approche qui n'est pas médicale, mais qui est quand même particulièrement intéressante parce qu'elle permet de comprendre les symptômes qui sont ressentis, qui sont expérimentés par des patients, et du coup de pouvoir leur proposer des solutions. Plus on a évidemment de connaissances théoriques, physiologiques, plus on peut proposer une approche pertinente. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de situations peuvent amener à produire des toxines. Alors, le mot toxine, il est évidemment très ambigu parce qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur, mais c'est un mot quand même qui est parlant, donc je vais l'utiliser dans ce contexte-là parce que c'est quand même relativement simple à comprendre. Donc, le métabolisme cellulaire peut produire des substances qu'il va falloir épurer, ce qu'on va utiliser, donc, encore une fois, le mot toxine. Il peut être issu de stockage ou alors il peut tout simplement provenir de l'extérieur, des polluants qu'on ingérerait, par exemple. Eh bien, pour traiter ces toxines, on a une première ligne de défense qui constitue, donc, cette première ligne de défense regroupe finalement 3 organes principaux, l'intestin, le foie et les reins. Et puis on a ensuite une deuxième ligne de défense qui sont les poumons et la peau. Concrètement, lorsque cet apport de toxines finalement est relativement limité, eh bien la première ligne de défense joue bien son rôle. L'intestin ne réabsorbe que ce qui est nécessaire, le foie retraite ces toxines quand elles doivent l'être, et le rein les élimine dans l'urine. Et là, tout va bien. Le problème, c'est que si le foie est surchargé ou s'il y a tout d'un coup un apport de toxines qui est beaucoup plus élevé, eh bien cette première ligne de défense peut être submergée. Et dans ce cas-là, c'est la deuxième ligne qui va commencer à jouer son rôle, en particulier les poumons, globalement le système respiratoire et le système cutané. Et donc, on a parfois des problèmes qui sont d'ordre cutané, voire respiratoire, qui ont en réalité une origine hépatique. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce qu'on ne pense pas toujours, par exemple, à quelqu'un qui a une toux un peu récalcitrante ou alors de l'eczéma, du psoriasis ou de l'acné. On ne pense pas toujours à aller chercher le foie. Et en fait, c'est souvent lui qui est à l'origine parce qu'il est finalement débordé par une alimentation déséquilibrée ou par un mode de vie, en tout cas, qui ne lui convient pas. Et donc, aller travailler sur le foie, évidemment après avoir rétabli quand on peut l'origine du problème, mais en tout cas aller renforcer le fonctionnement hépatique va permettre de limiter la manifestation au niveau des poumons et de la peau. Et donc pour moi ce qui est vraiment important dans cet atelier, c'est de comprendre au-delà de ce qu'il faut faire, dans quel cas conseiller des produits qui vont avoir une action hépatique. Et donc encore une fois, quand on a des problèmes pulmonaires, respiratoires ou cutanés, il faut penser à aller chercher le foie, surtout quand c'est récalcitrant, quand des approches beaucoup plus symptomatiques n'amènent pas de solution durable. Eh bien, c'est peut-être qu'il faut aller chercher plus loin, et dans ce cas-là, il faut penser au foie. Le foie n'agit pas tout seul. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'en fait, le foie, il a assez peu de contact direct avec l'extérieur. Alors, on pourrait dire qu'il a un petit contact par l'intermédiaire de la bile, qui est ensuite libérée dans l'intestin, puis éliminée dans les selles, en tout cas en partie, mais quand même, ça reste relativement limité. L'organe qui est vraiment chargé d'épurer concrètement le sang, c'est plutôt le rein. Et donc, les 2 organes, le foie et les reins, vont travailler de concert de la manière suivante. Le foie va traiter des métabolites que l'organisme ne sait pas recycler, donc il va devoir les dégrader, les fameuses toxines dont je parlais tout à l'heure, et il va les dégrader de 2 manières. Tout d'abord en faisant intervenir ce qu'on appelle des enzymes de phase 1, puis des enzymes de phase 2, qui vont rendre les métabolites
hydrosolubles, donc ce qu'on appelle les métabolites conjugués. Et dans ce cas-là, les métabolites conjugués sont libérés dans le sang et le rein va pouvoir les récupérer et les basculer dans l'urine. Et c'est là où on voit qu'on a vraiment ces deux organes qui vont travailler ensemble. Le foie retraite les toxines, les rend finalement utilisables par le rein pour qu'il puisse les éliminer dans l'urine. Utilisable dans le sens, encore une fois, traitable, hein, mais il ne peut pas les métaboliser directement, le rein non plus. Simplement, il les récupère et il les balance dans l'urine. Et comment le foie fait-il tout ça? Eh bien, il peut remplir cette fonction grâce à une structure très, très spécifique, hyper spécialisée. Alors, je vais parler d'abord de cette petite image qui représente finalement l'unité fonctionnelle du foie qu'on appelle le lobule hépatique. Et si on va vraiment dans le détail, on voit que le lobule hépatique a une structure tout à fait particulière. On a au centre du lobule une veine centrolobulaire qui va récupérer finalement le sang traité par les cellules hépatiques et qui va balancer ce sang dans la circulation générale. Et le sang va donc circuler de la périphérie ici vers le centre. On a une circulation qui est centripète du sang. Et en passant ici dans ces vaisseaux, eh bien, on voit que le sang entre en contact avec les cellules hépatiques qu'on appelle les hépatocytes. Et donc, au fur et à mesure de ce contact, eh bien, des échanges vont avoir lieu, ce qui va permettre au sang libéré dans la veine centrolobulaire d'être retraité et donc d'être épuré en certains métabolites, mais éventuellement enrichi en d'autres. On peut très bien imaginer, et c'est le cas dans certaines situations, que les hépatocytes ajoutent certains nutriments au sang s'il n'en contient pas assez. C'est ce qui se passe avant un repas, quand les hépatocytes libèrent du glucose parce que notre glycémie risque d'être trop basse. Mais on remarque également au niveau hépatique qu'on a des petits canaux qui sont représentés ici en gris et qui contiennent cela, la bile. En fait, la bile est produite par les hépatocytes, mais à un autre pôle. C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'en fait, les hépatocytes, ils ont deux pôles, un pôle vasculaire qui va traiter le sang et un pôle biliaire qui va libérer la bile dans les conduits biliaires à destination ensuite de la vésicule biliaire et de l'intestin grêle. Et c'est vraiment ça qui est spectaculaire, c'est que le foie est capable de réaliser de très nombreuses réactions. Des scientifiques ont l'habitude de dire d'ailleurs que s'ils devaient réaliser dans une usine chimique toutes les réactions que les hépatocytes font, eh bien quasiment ils n'en sont pas capables, même sur une usine de plusieurs centaines de mètres carrés. C'est assez dingue que chaque cellule soit capable de faire autant de réactions. Ce qu'on voit ici, justement, c'est une coupe histologique de foie. On a ici donc un lobule qui est délimité par du tissu fibreux, hein, c'est normal, il y en a un petit peu. Là, c'est du collagène qui est représenté en bleu. Et sur cette image-là, on voit très bien la veine centrolobulaire et toutes les cellules tout autour, hein, qui sont organisées donc en travées, en rayons, comme ça, autour de la veine centrolobulaire. Comment fait-on maintenant si on veut agir sur le foie en le protégeant? Quel est le protocole expérimental? Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que tout ce que je vais dire dans la suite sont des aspects qui sont prouvés. Ce n'est pas quelque chose qui provient comme ça de la science empirique ou d'un usage traditionnel. C'est vraiment des données qui sont objectivées. Et comment fait-on pour objectiver une action sur le foie? Eh bien, il y a un protocole qui est à peu près tout le temps le même. On prend une souris. On lui donne au départ en gros rien, de l'eau salée, et on sacrifie la souris, on récupère son foie, et on fait des coupes à l'intérieur et on regarde ce qui se passe. Alors ça, c'est un protocole. On peut très bien aussi ne pas sacrifier la souris et faire une analyse biochimique et doser certains marqueurs qui vont permettre là aussi d'évaluer le fonctionnement du foie. Ce sont deux approches différentes. Moi, j'ai choisi de vous montrer des images parce que j'ai trouvé que c'était plus visuel que de parler de marqueurs où du coup on a des taux, c'est plus difficile à suivre. Alors que là, visuellement, on va vraiment objectivement, facilement constater la différence et l'influence d'un produit. Donc ça, c'est un peu notre souris témoin. Ensuite, on a notre groupe contrôle. On va prendre la souris et on lui donne un toxique, un produit qui sera hépatotoxique. Par exemple, le fameux paracétamol. Vous savez que le paracétamol est très hépatotoxique à forte dose. Et donc, on va donner des doses massives à la souris de paracétamol. Et puis, on va voir qu'effectivement, au niveau hépatique, on a des lésions qui sont représentées par les zones ici avec des petites astérisques. Donc là, clairement, on voit que le paracétamol a généré des problèmes au niveau hépatique. Et puis, on va donner du paracétamol, la même dose évidemment, plus un produit qu'on souhaite tester, par exemple une huile essentielle. Et on va mesurer, après un prélèvement, on va voir quelle est l'influence finalement sur le foie. Et bien dans cet exemple-là, là pour vous dire, l'étude sur laquelle j'ai pris ces images à tester l'huile essentielle de lemongrass, eh bien on voit qu'il n'y a quasiment plus de lésions hépatiques, plus de zones de nécrose. Donc ça montre que finalement, le lemongrass a une action hépatoprotectrice. Donc c'est par cette méthode-là qu'on arrive à mesurer objectivement
l'influence d'un extrait végétal ou d'une huile essentielle sur le foie. Et c'est vraiment critique ça, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes hépatiques. Alors, ce qui est très connu, évidemment, c'est le NASH. Vous en avez déjà entendu parler, c'est dit vulgairement, c'est un peu le syndrome du foie gras, mais chez l'humain. Bon, pas grave, on peut en discuter, certains trouvent ça très bon, personnellement j'en fais partie, après ça peut être discutable au niveau éthique, mais en tout cas, quand c'est chez l'humain, c'est vraiment problématique parce que le foie ne peut plus fonctionner normalement quand il se met à stocker des graisses. En temps normal, il faut le savoir, le foie est capable de transformer des glucides en graisse. On le sait, si on mange trop sucré, on finit par grossir, mais par grossir en gras. Donc comment ça se passe en temps normal? Eh bien, si on mange trop sucré, le foie va transformer les glucides en lipides, il va les libérer dans le sang, et ensuite, c'est le tissu adipeux qui va stocker ces lipides. Le foie, en temps normal, ne stocke pas les lipides. Mais s'il y a un excès alimentaire de graisse ou de sucre, les cellules hépatiques peuvent se mettre à stocker du gras. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'un hépatocyte qui stocke du gras ne remplit plus correctement sa fonction. Et c'est ce qu'on voit sur cette image. On a donc ici un hépatocyte qui se met à stocker du gras. Là, il stocke du gras et en plus, ça génère une inflammation locale. Donc on doute bien, c'est moyen pour le fonctionnement du foie. Et à ce niveau-là, on a carrément une altération de la structure de l'hépatocyte. C'est à ce niveau-là qu'on a le fameux NASH, non-alcoolique stéatohépatitis, c'est-à-dire que c'est une hépatite non alcoolique, c'est pas lié à une consommation d'alcool, et avec une stéatose, c'est-à-dire avec un stockage de graisse. Et ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle du ballooning en anglais. Alors ballonnement en français, mais ça ne veut pas dire grand-chose en fait. En tout cas, ça traduit une altération de la cellule hépatique. Elle devient plus grosse et en imagerie, elle devient transparente. Et quand on a cette structure-là d'hépatocyte, eh bien l'hépatocyte ne peut plus remplir normalement sa fonction. Et donc, on revient sur cette idée-là, c'est que si le foie ne remplit plus correctement sa fonction, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les autres organes émonctoires qui vont commencer à remplir ce job, en particulier les poumons et la peau, avec des manifestations qui vont commencer à apparaître. Alors, ça peut apparaître avant. J'ai même envie de vous dire, heureusement que ça peut apparaître avant, parce que ça peut permettre de réagir avant d'arriver à des stades quand même où c'est problématique. Mais en tout cas, à ce niveau-là, il serait peu probable d'avoir ce type de problème hépatique sans avoir une manifestation autre. Cette manifestation-là, donc ce problème hépatique, peut évoluer avec certains facteurs de risque qui sont explicités ici, comme par exemple l'hypertension, l'insulinorésistance, etc. On peut évoluer vers une fibrose, c'est-à-dire là une augmentation de la quantité de fibres de collagène. Si je reviens sur l'image, on a ici le lobule qui est délimité par des fibres de collagène, et ça, c'est normal. Mais si on commence à avoir du collagène qui s'insinue à l'intérieur du lobule ou qui augmente d'épaisseur, là, c'est plus normal parce que ça altère le fonctionnement normal de l'hépatocyte et donc globalement du foie. Dans l'étape ultime, on a carrément une cirrhose hépatique. On va quand même espérer qu'on va essayer de réagir avant d'en arriver au stade de la cirrhose. Quels sont les ingrédients qui peuvent justement agir au niveau du foie? Alors, je vous en présente quelques-uns, évidemment, qu'on va retrouver dans la gamme aromalogie. Si on les a choisis, c'est parce qu'ils sont efficaces. Et donc, je vais vous présenter ce qu'on peut dire d'un point de vue scientifique, argumenté, objectivé, sur l'influence de ces ingrédients sur le foie. Alors, j'ai construit les fiches de la manière suivante. Ici, en haut, vous avez, en gros, en 2 mots, de manière très résumée, le mode d'action de ces ingrédients sur le foie. Le desmodium, qui est évidemment très connu quand on parle de problèmes hépatiques, eh bien, il aura plutôt une action hépatoprotectrice et antioxydante. Alors, hépatoprotectrice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met du desmodium en même temps qu'un produit toxique pour le foie, eh bien, on va limiter les lésions hépatiques. Alors, regardez ce qu'on peut voir, par exemple, ici. Vous avez là un lobule hépatique normal, okay, pas de souci. Là, on a traité la souris avant de récupérer son foie avec du tétrachlorure. Le tétrachlorure est un polluant, donc une substance hautement hépatotoxique. On le voit très bien, d'ailleurs, on a créé une altération des hépatocytes. On voit là qu'ils n'ont pas du tout une structure normale. Eh bien, si on donne à cette souris du tétrachlorure, à la même dose, évidemment, et qu'en même temps, on lui donne du desmodium, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Regardez là, on observe ici une image qui montre finalement une structure quasiment normale par rapport à ce qu'on avait ici. En tout cas, on n'a plus du tout les vésicules avec les nécroses qu'on observait en l'absence de desmodium.
Donc ça montre que finalement, la présence de desmodium a pu limiter l'impact négatif du tétrachlorure. Et par ailleurs, on sait aussi que beaucoup de réactions mises en jeu par le foie nécessitent des réactions d'oxydation. Et donc, il faut régénérer l'action antioxydante du foie. Eh bien, on voit ici que justement, le desmodium va limiter les réactions d'oxydation en régénérant le potentiel antioxydant du foie. Donc, on voit qu'on a une action qui est quasiment linéaire, hein, pas tout à fait, mais enfin, on est quand même pas loin de ça. Donc, c'est très dose dépendant. Autrement dit, plus on va prendre desmodium, plus on va avoir une action intéressante sur les capacités d'oxydation du foie. Et donc, on va régénérer ces capacités détoxifiantes. Donc, deux actions principales pour desmodium, hépatoprotection et action antioxydante. Un autre ingrédient qui est très souvent utilisé quand on parle du foie, c'est l'artichaut. Alors, pareil, hein, ici, on a un lobule hépatique sain avec une image assez typique, une veine centrolobulaire, les hépatocytes tels que je l'ai présenté tout à l'heure, tout à fait normal. Quand on donne en plus du tétrachlorure, eh bien, on voit de nouveau des lésions avec le même type de structure, hein, avec des vésicules, on les voyait ici, eh bien, on les retrouve ici, et miraculeusement, si on rajoute de l'extrait d'artichaut, eh bien là, on n'a plus du tout les mêmes lésions. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit qu'ici c'est hépato-régénérateur? Ce n'est pas le même protocole que tout à l'heure. Rappelez-vous, ici, on a mis en même temps le desmodium et le produit hépatotoxique. Et donc, on a le desmodium qui a protégé les hépatocytes. Ici, on dissocie les deux. On donne du tétrachlorure, en gros, on altère les cellules hépatiques, et quelques jours plus tard, en tout cas de façon successive, on va donner de l'extrait d'artichaut, de manière à voir si le foie qui a été altéré se régénère au contact de l'ingrédient. Eh bien, c'est exactement ce qu'on observe. Donc, en fait, on montre que même si on a dégradé le foie, eh bien, avec l'artichaut, on peut retrouver une structure hépatique normale, donc une action hépato-régénératrice. Un autre ingrédient qui est très intéressant et qui n'agit pas tout à fait de la même manière par rapport aux autres, et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ça montre l'intérêt d'associer les ingrédients entre eux. Hein, plus vous allez associer des ingrédients qui ont une cible commune, mais avec des modes d'action différents, plus on a de chances d'avoir une grande efficacité. Et c'est pour ça que dans les produits d'aromalogie, on en parlera tout à l'heure plus en détail, on associe toujours plusieurs actifs et même plusieurs catégories d'actifs, de manière à diversifier les cibles qui vont toutes évidemment dans une même direction, et de manière à avoir le maximum d'efficacité, évidemment aussi en tenant compte des fenêtres de sécurité. Alors bref, revenons au pissenlit. Alors, toujours pareil, je vous ai mis que des images hein, jusqu'à présent, vous voyez, parce qu'encore une fois, c'est plus marquant. On a ici donc une structure de lobule, donc x100, le petit encadré à chaque fois, c'est 10 fois plus grossi, donc x 1000. On a une structure de lobule normale ici. Ici, on a altéré les lobules avec le fameux tétrachlorure. Et donc, on voit qu'il y a ici des altérations avec des zones fibrosées hein, qui sont très, très étendues, représentées ici en bleu, hein, qui met en évidence les fibres de collagène. Et donc, on voit que si, en plus du tétrachlorure, on donne un extrait de pissenlit, eh bien, il n'y a plus de zone fibrosée, ce qui a montré une action antifibrotique du pissenlit. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'hyper intéressant parce qu'on voit que ça complète, sans aller tout à fait dans le même sens, les ingrédients qu'on a présentés tout à l'heure. On retrouve aussi très souvent dans la gamme aromalogie de la laitue de mer. Donc ça me semblait intéressant d'en dire un mot, puisque c'est un ingrédient qui est aussi peut-être peu connu. Et cette laitue de mer a une action globalement hépatoprotectrice, mais avec une action, là aussi, documentée, objectivée, sur le cholestérol. Et donc, regardez ce qu'on peut observer ici. On voit sur cette image, alors je vous présente rapidement les graphiques, hein, c'est un peu plus compliqué que des images, c'est pour ça que je vais essayer de limiter ces graphiques. On a donc le taux de cholestérol total, libre, ou sous forme ester, donc, qui est représenté différemment, et les 4 colonnes correspondent à des situations expérimentales différentes. La première, c'est quand on n'a rien fait du tout, c'est notre témoin. La deuxième, c'est qu'on a pris simplement un polluant, une substance hépatotoxique, la D-galactosamine, Donc la deuxième, c'est de la D-galactosamine. Et là, on voit que le taux de cholestérol, et là, on voit que le taux de cholestérol total, il a largement augmenté quand on a mis une substance hépatotoxique. Si ensuite on ajoute simplement de la laitue de mer,
En gros, ça ne change rien par rapport aux situations de départ. Sans galactosamine, hein, je l'ai dit, l'étude mère, on est au niveau initial. Ce qui est logique, ça montre que l'étude mère n'est pas hépatotoxique. On est rassuré. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on ajoute de la laitue de mer à une souris qui a déjà eu de la galactosamine, eh bien là, on a une diminution très importante du taux de cholestérol qui est significative hein, par rapport à la situation de départ. On se rapproche quasiment du taux initial. Ce que ça montre, c'est qu'en présence de laitue de mer, le taux de cholestérol finalement revient à un niveau initial malgré la présence d'une substance hautement hépatotoxique. Et ça se voit également de la même façon sur le cholestérol libre. Alors, ça ne se voit pas tellement sur les esters, hein, la forme ester. On est de toute façon sur des niveaux qui sont assez proches des niveaux initiaux. Mais en tout cas, c'est très net sur le cholestérol total et sur le cholestérol libre. Arnaud, est-ce que je peux éventuellement rajouter quelque chose? Avec plaisir. Bon, concernant les algues et en particulier la laitue de mer, alors il n'y a pas encore de démonstration scientifique de qui fait quoi dans la laitue de mer au niveau métabolique et au niveau physiologique, mais il y a des choses, et j'aimerais que tu reviennes aux diapo précédente, au début de ta présentation sur le... Encore. Voilà. Hop. Ici, tu nous as effectivement montré les enzymes de phase 1, notamment les cytochromes P450. Alors, les cytochromes, c'est quoi? C'est des coenzymes qui sont là effectivement pour aider les enzymes, enfin, qui activent les enzymes, et en particulier, on sait que dans le foie, il y a tout un tas de systèmes enzymatiques qui sont essentiels à la dégradation d'un certain nombre de molécules potentiellement néfastes ou toxiques. Et les cytochromes, c'est quoi? Ce sont des petites molécules qui sont associées en général, enfin des protéines qui ont comme associé ce qu'on appelle des substances hémiques, donc un noyau qui, lui, est constitué essentiellement, enfin dont l'activité est essentiellement liée à la présence au cœur de cette molécule d'ions métalliques, notamment le fer et le cuivre. Et je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, dans la présentation qui avait été faite relative aux algues et à l'alimentation minérale, j'avais fait un chapitre particulier sur ce qu'on appelle aujourd'hui la métallomique, donc le rôle des métaux dans la biologie. Et il est estimé aujourd'hui que plus d'un tiers des enzymes du corps fonctionnent grâce effectivement à ces métalloenzymes. Et donc, une particularité des algues, et en particulier de l'algue verte, c'est sa teneur en fer et en cuivre. Alors, savoir que, je vous avais montré un tableau comparatif à l'époque, il y a à peu près 66 fois plus de fer en concentration dans 1 gramme de laitue de mer que dans 1 gramme d'épinards. Et donc, ces apports d'oligo-éléments, et notamment de fer, de cuivre, mais aussi un certain nombre d'autres, pour moi, permettraient d'expliquer aussi pourquoi le fait de rajouter en tant qu'actif de la laitue de mer dans certains produits, en particulier, pourrait expliquer le fonctionnement, l'effet de cet apport, essentiellement à travers les apports en oligo-éléments et en particulier en fer, puisque, comme je vous l'explique, cette laitue de mer est très très concentrée en fer, et donc on sait que le fer est un élément essentiel au fonctionnement des cytochromes et donc à l'activité métabolique, en particulier du foie. Voilà. Super, merci. Je te laisse continuer. Alors, donc voilà, pour la laitue de mer, je pense que du coup, c'est assez complet entre ce que j'ai sur le cholestérol et puis les éléments qu'Hervé a rajoutés sur les minéraux. Alors, un des derniers ingrédients dont je voulais parler, mis à part les huiles essentielles, c'est la vitamine B3. Alors, son petit nom, c'est nicotinamide. C'est une molécule qui est intéressante parce qu'elle a pas mal d'actions. Elle est antioxydante, elle permet de diminuer la synthèse de lipides par le foie et elle est hépatoprotectrice. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit très bien ici, hein, c'est que là, ils ont fait les 2 protocoles combinés finalement dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, on a le taux hépatique normal et ici, on l'a intoxiqué au paracétamol. Eh bien, on voit que si on donne d'abord de la vitamine B3 puis qu'on intoxique au paracétamol, ou si on fait l'inverse, qu'on intoxique d'abord au paracétamol, puis qu'on restaure avec de la vitamine B3, eh bien dans les 2 cas, on améliore l'aspect
donc la structure des lobules hépatiques par rapport à celle qu'ils auraient simplement en présence de paracétamol. Donc en gros, la vitamine B3 est à la fois hépatoprotectrice et hépatorégénératrice. Et ça, c'est quand même quelque chose, évidemment, très intéressant. Alors, comme toutes les vitamines, comme beaucoup de vitamines, elles s'utilisent à dose relativement modérée. Et c'est pour ça, vous le verrez, dans les produits dans lesquels elle est intégrée, on la met à des pourcentages limités pour justement bénéficier de ces atouts, mais évidemment limiter, ne pas avoir du tout d'effets secondaires, d'effets indésirables associés à sa présence. Alors, je termine avec les huiles essentielles et Hervé a insisté tout à l'heure sur les cytochromes. Eh bien, il faut savoir que beaucoup d'huiles essentielles ont une action, là aussi démontrée, sur certains cytochromes et qui vont finalement renforcer leur activité. Et donc, on le voit, renforcer ou pas d'ailleurs, hein, selon les modes d'action. Donc, les lemongrass, le matricaire, la tanzanite, le nuel, le ravinsara sont des huiles essentielles qui vont, par exemple, inhiber certains cytochromes. Et ça peut être intéressant, en particulier si on souhaite, par exemple, associer des huiles essentielles à des médicaments. Eh bien, il faut savoir quels sont les médicaments, finalement, quels sont les cytochromes recrutés pour détoxifier le médicament et en même temps, quelle est la cible de ces huiles essentielles parce qu'éventuellement, il peut y avoir un conflit. Et c'est pour ça que ce genre de connaissances est quand même très intéressante. Pour ce qui nous intéresse, nous, au niveau des huiles essentielles, on va plutôt parler d'huiles essentielles qui ont une action positive sur le foie. Et dans ce cas-là, on va les répartir en deux catégories. D'une part, celles qui assurent un soutien hépatique, c'est-à-dire celles qui seront plutôt hépatoprotectrices, et puis celles qui sont hépatorégénératrices. Donc, vous comprenez bien la différence. Les hépatoprotecteurs, on peut les donner en même temps qu'on a une exposition à certains polluants. Eh bien, on va protéger le foie contre une éventuelle altération. Et puis, les hépatorégénérateurs, au contraire, vont permettre de faciliter le retour à un état normal du foie alors qu'il a déjà été dégradé. Alors, quelles sont les huiles essentielles qui appartiennent à ces deux catégories? Eh bien, on va avoir l'amande poivrée, le gingembre, les romarins, acénéol ou averbenone pour cette catégorie d'huile essentielle, et aussi une très importante qui est le citron zeste. Je vous rappelle que le romarin à camphre est aussi un chémotype qui est très utilisé, mais alors lui, il est carrément toxique en voie orale, donc évidemment, je n'en parle absolument pas là, puisque ça serait vraiment une faute importante que de le mettre dans des préparations ingérées. Les deux huiles essentielles qu'on utilise traditionnellement pour une régénération hépatique sont les huiles essentielles de carotte et de patchouli. Alors, c'est sur la carotte, il y a toujours un peu ce débat, est-ce que la carotte cultivée de la carotte sauvage? C'est mine de rien pas anodin, puisque leur composition est très différente. Voilà, bon, c'est pas tout à fait tranché d'un point de vue scientifique et rigoureux de savoir laquelle est vraiment préférable. En tout cas, il faut savoir que globalement, qu'elle soit cultivée ou sauvage, la carotte a justement des propriétés hépatorégénératrices et on ne sait pas exactement quelle molécule est responsable de ça d'un point de vue vraiment de détail. On sait que l'huile essentielle a cette propriété sans pouvoir associer cette propriété à une molécule particulière. Voilà, et donc quels sont par rapport à tout ça, ce qu'on vient de présenter, comment est-ce que tous ces ingrédients-là vont se retrouver dans la gamme d'aromalogie? Eh bien, moi, je vous propose de développer finalement deux compléments alimentaires. C'est d'abord le produit hépatique, évidemment. On va retrouver dans le produit hépatique des racines de pissenlit, du desmodium, des feuilles d'artichaut et puis de la poudre de coquille d'huître fossilisée. Le principe étant, toujours pareil avec cette poudre de coquille d'huître fossilisée, d'avoir une action sur l'équilibre acido-basique en essayant de se rapprocher le plus possible du pH physiologique. Les autres ingrédients, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je pense que vous vous souvenez, on a des ingrédients qui sont hépatoprotecteurs, hépatorégénérateurs, qui vont être aussi antifibrotiques au niveau hépatique. Donc voilà une synergie finalement d'action qui va permettre d'avoir le maximum d'efficacité. On va retrouver aussi un petit peu de poudre de laitue de mer pour, pareil, renforcer le côté hépatoprotecteur. Les huiles essentielles qui représentent 16% de la formule vont se répartir en deux simplement, qui sont les huiles essentielles de romarin à verbenone. Son petit nom un peu abrégé, des fois, c'est ABV pour acétate de bornyl verbenone. Et puis, l'huile essentielle de citron zeste. Et le deuxième produit, c'est le produit cholestérol. Alors, on retrouve ici la vitamine B3, seulement à 1%, le nicotinamide. Oui, puisque rappelez-vous, je vous avais dit, on ne peut pas en mettre trop parce que sinon, au-delà d'un certain seuil, eh bien, on peut avoir une certaine toxicité. Et donc, on garde justement une quantité qui permet d'avoir à la fois l'efficacité et la sécurité pour le consommateur.
On a de la poudre de la laitue de mer bio ici, mais regardez, c'est très important. Cette laitue de mer, elle était présente à 1% ici, elle est présente à 26% ici. Donc on voit que même si les ingrédients se retrouvent dans différentes formules, leur proportion finalement justifie le fait qu'on ait des indications qui sont assez différentes. Puisqu'ici, le but pour le cholestérol est d'une part évidemment d'agir sur le foie, mais surtout d'agir sur cette synthèse de cholestérol hépatique qui représente, rappelez-vous, hein, les 2 tiers du cholestérol total. Et puis, on a ensuite de la poudre, toujours pareil, hein, de coquilles d'huîtres fossilisées et des extraits de fenugrec. Les huiles essentielles représentent pour elles donc 15% de la formule totale. Et là, on a beaucoup plus d'huiles essentielles. C'est logique, puisqu'ici, le but n'est pas d'agir simplement sur le foie, mais d'agir globalement sur les différents aspects qui pourraient être responsables d'un excès de cholestérol et aussi sur les manifestations circulatoires. Au niveau, par exemple, de la plaque d'athérome, on retrouve par exemple de l'hélicryse italienne hein, pour 10%. Donc, vous voyez, là, la formule, elle est plus complexe au niveau des huiles essentielles parce que les cibles qu'on cherche à atteindre sont aussi beaucoup plus variées. Donc, on voit que les 2 produits, finalement, ont une cible commune qui est le foie, mais n'ont pas une action tout à fait identique. Le produit hépatique sera particulièrement indiqué, par exemple, quand on sait qu'on a un problème hépatique, avec certains marqueurs. Typiquement, on a un alate ou un azate trop élevé, eh bien, on va plutôt partir sur un produit hépatique, puisque là, on va chercher justement à renforcer l'hépatocyte de manière à retourner à un état d'équilibre. En revanche, je termine sur l'hépatique, on peut aussi partir sur un produit hépatique si on a des manifestations cutanées, respiratoires, qui sont résistantes à la plupart des approches classiques. Hein, si on a un eczéma et qu'on s'en sort qu'en mettant de la cortisone, ça peut être intéressant d'essayer de comprendre d'où vient cet eczéma. Et ça peut venir d'une surcharge hépatique. De même pour de l'acné. Le produit cholestérol, en revanche, va être indiqué quand on sait qu'on a un excès de cholestérol et qu'on cherche justement à réguler ce taux. Et donc, on peut très bien combiner les deux. Hein. Je donne un exemple très simple. S'il y a un taux de cholestérol trop élevé qui est associé, d'autre part, à des marqueurs hépatiques élevés et pourquoi pas à des manifestations respiratoires, pulmonaires ou cutanées, eh bien à ce moment-là, on pourra combiner les 2 produits. Mais on voit quand même que le produit cholestérol en lui-même, il a déjà un ciblage hépatique, puisque le taux de cholestérol trop élevé a à la base une origine hépatique. Donc on voit bien que voilà, lui-même, quand le taux de cholestérol seul est responsable, eh bien, on peut partir uniquement sur le cholestérol et le compléter si besoin avec l'hépatique. Voilà, moi j'ai terminé ma présentation. Je serais ravi de répondre à vos questions. Alors, j'en ai vu passer une, mais elle a été effacée. Alors, pour un patient avec... j'ai perdu le... voilà, pour un patient avec la et la gamma élevée, IRM hépatique normale, peut-on conseiller l'aroma hépatique sans savoir la cause de l'hépatite? Oui, on peut. Oui, c'est tout le principe. Hein. Là, c'est vraiment justement d'essayer de renforcer le fonctionnement de la cellule hépatique. On voit qu'on peut agir en amont et en aval, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le produit hépatique, c'est qu'il est conçu justement dans ces situations. Voilà. Isabelle, n'hésitez pas à dire hein, si c'est clair ou s'il y a besoin de plus d'explications. Je veux être complet en même temps. Non, mais Arnaud, je pense qu'effectivement, tu as été très démonstratif, très concret. J'ai une autre question. Oui. Jeune patient Crohn sous Humira, avec acné, plus, anticorps monoclonal. C'est un traitement, c'est un anticorps monoclonal pour un traitement du psoriasis. Ok. Ouais, merci Isabelle. Oui, ok. Oui, là, dans ce cas-là, ça peut... Non, pas de problème, c'est clair. Oui, dans ce cas-là, ça peut se combiner sans problème, puisque en plus, dans Crohn, il y a souvent une hyperperméabilité intestinale, et l'hyperperméabilité intestinale, souvent, elle génère une surcharge hépatique, parce que justement, on récupère plein de substances qu'on n'est pas censé récupérer, et donc ça peut être intéressant justement de proposer un traitement de fond avec le produit hépatique. Dans ce cas-là, je vous rappelle, on fait toujours 5 jours sur 7, et voilà, on peut partir sur 2 gélules matin, 2 gélules soir, à suivre en fonction de l'évolution des symptômes. Mais en tout cas, oui, c'est une bonne piste. Hein. Parce que je suis assez d'accord, Isabelle, quand vous dites, vous associez patient Crohn à acné, probablement, il y a quand même un lien entre les deux. Oui, je pense que tu parlais de la 2e ligne de défense dans ta présentation au départ, Exactement. en disant effectivement la peau et les poumons deviennent une façon d'excréter ce que le foie ne peut pas traiter. Et donc, ça se traduit sans doute effectivement par ces symptômes secondaires.
Voilà, c'est une approche qui est, alors c'est une approche qui est pas médicale, hein, cette théorie des émonctoires, mais ça explique tellement de symptômes que je trouve que c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. Euh, et donc c'est typiquement ce qu'on a là, hein. Là, en fait, étant donné qu'on a un Crohn, il y a souvent une altération de la paroi intestinale et donc l'intestin joue pas bien son rôle de filtre, ça surcharge le foie et derrière ça fait des manifestations au niveau de la deuxième ligne de défense. Et on a comme ça une certaine logique qui permet de comprendre d'où viennent les symptômes ressentis par le patient. Pas d'interaction médicamenteuse avec d'anticorps monoclonaux, non, là, sur les doses que je vous ai proposées, il n'y a pas de souci. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne du sens à ce qu'on. Alors, avec aucun autre traitement, oui. Dès qu'on a des substances qui interagissent qui agissent sur le foie, on peut avoir potentiellement des interactions avec d'autres traitements. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc, quand il y a d'autres traitements, il faut essayer de limiter la dose de produits hépatiques qui est consommée, puisqu'il pourrait y avoir potentiellement effectivement des interactions. Sur des traitements tels que je propose là, c'est-à-dire sur voilà, 5 jours sur 7, si on part sur 2 gélules le matin, 2 gélules le soir, on limite grandement les interactions médicamenteuses. Moi, cette théorie des émonctoires, on a encore 2 minutes, alors j'en profite puisqu'il n'y a plus de questions, mais je raconte un tout petit truc personnel parce que moi, ça m'a tellement marqué, et désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, l'anecdote, mais mon fils est très allergique à la noisette et un jour, malencontreusement, il est entré en contact avec de la noisette et donc on est allé à l'hôpital parce qu'il avait commencé à avoir des manifestations. Et très peu de temps après être arrivé à l'hôpital, alors qu'il allait très bien, son nez s'est complètement bouché. Il n'arrivait plus à respirer, il se mouchait en permanence. Il a eu des éruptions cutanées sur tout le thorax, il était devenu tout rouge et il s'est levé et il a vomi trips et boyaux. Et ce qui était très drôle, alors bon, avec le recul, hein, ce moment c'était pas très drôle, mais avec le recul c'est drôle, parce qu'on voit qu'en fait, il y a eu des vomissements, donc on voit que là c'est le système digestif qui s'est mis en branle, alors intestin, foie, bon, en tout cas voilà, le système digestif dans son rôle d'émonctoire qui a joué son rôle. On a eu justement une production de mucus qui a été hyper importante tout d'un coup, et une éruption cutanée. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette expérience-là, qui a duré encore une fois quelques minutes, hein, on a eu vraiment une manifestation concrète de la mise en route des émonctoires qui sont justement, qui ont permis finalement de réagir à cette ingestion d'une substance qui était pour lui considérée comme une toxine. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est une lecture de symptômes qui n'est pas si couramment diffusée et pourtant elle est vraiment intéressante. Je pense qu'on approche de la fin. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que ces sessions de formation sont enregistrées, que ceux qui veulent y revenir ou ceux qui n'ont pas pu y participer peuvent y accéder via la chaîne YouTube sur le site Aromalogie. Et en particulier, je voudrais, dans le cadre de ce qui a été présenté aujourd'hui, vous ramener en particulier à cette présentation qui a été faite, je crois, fin 2021, sur l'intérêt des algues en alimentation minérale et le rôle des minéraux et en particulier des oligoéléments dans tout le métabolisme cellulaire et dans quasiment toutes les fonctions de l'organisme. Voilà, donc n'hésitez pas à y retourner. Je pense que ça complémentera parfaitement ce qui a été dit aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud et Hervé pour votre participation. Merci aussi à tous nos pharmaciens qui ont été à l'écoute. Je vous rappelle que les prochaines sessions auront lieu le 6 avril pour la maladie de Lyme et le 4 mai pour l'iode. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.